Mesdames, Messieurs, nous allons démarrer cette nouvelle formule qui s'appelle la forme d'une ville, qui doit évidemment beaucoup tant à Baudelaire qu'à Julien Gracq, qui expliquait que la forme d'une ville changeait plus que le cœur d'un mortel, et que aussi Julien Gracq, dans ses promenades autour de Nantes, expliquait que la ville appartient à ceux qui marchent dedans, qui marchent dans la ville, et que leur regard modifie et crée la ville. Et donc, il nous a semblé très intéressant, avec Francis Rambert, que je voudrais remercier, ainsi qu'avec Diane de Ravel dans son équipe, qui y ont travaillé, de tracer des portraits de ville qui s'intéressent à leur dimension sensible, à ce qui fait l'identité spécifique d'une ville, sa magie, le fait qu'on s'y sente bien, le fait qu'elle réponde évidemment aux défis du patrimoine, aux enjeux de la création contemporaine de manière pertinente, et Dieu sait si Strasbourg le fait évidemment avec intérêt, mais que surtout elle parle à l'imagination, qu'elle traduise un rapport à une réalité, un rapport à l'être, à la vie, qui soit très spécifique et très particulier. Et pour démarrer cette série qui s'intéressera à des villes et à des formes d'urbanité et d'urbanisme très différents, puisque la prochaine forme d'une ville s'intéressera à une petite ville de 12 000 habitants en Centre-Loire, qui est Amilly, qui a été transformée par le travail d'un certain nombre d'artistes contemporains. Mais donc, nous avons décidé de démarrer par une très grande ville, par une métropole européenne, qui est évidemment Strasbourg, qui a, de par son histoire, traduit et signifié tant de choses, évidemment, dans notre pays, et aussi dans ce que peut être le rapport à l'urbanisme entre une grande cathédrale classée au patrimoine mondial et puis ensuite une nouvelle ville allemande, évidemment, pendant la période de l'annexion, qui elle aussi a donné lieu à un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Donc, pour vous raconter leur Strasbourg, pour vous raconter cette ville et cette sensibilité, je voudrais remercier tous les invités qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui autour d'Olivier Namias, qui en assurera la modération d'un débat avec plein de personnalités faciles à gérer. Donc, bon courage, Olivier, hein, ça va être bien. Je voudrais tout d'abord remercier et lui dire à la fois toute mon amitié et ma reconnaissance qu'il a accepté d'être présent à Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg, dont à la fois l'emploi du temps et l'ensemble des responsabilités sont évidemment tout à fait éminentes, et qui nous fait le plaisir de parler de sa ville, ce qu'il fait admirablement, et aussi de nous expliquer quel projet il porte pour cette ville qui a une véritable magie. Remercier aussi un autre ami cher, Jérôme Clément, président fondateur d'Arte, qui évidemment connaît bien Strasbourg, et pour cause. Vous savez que Arte est installé aussi, est un des emblèmes de l'amitié franco-allemande installée à Strasbourg, et il en parlera à la fois comme usager, comme investisseur aussi, et aussi comme homme de culture et poète à ses heures. Nous avons quand même quelques architectes, il ne faut pas oublier que dans cette maison, cela a évidemment un vrai sens, donc je voudrais remercier et les saluer à la fois Georges Heinz, qui est présent et qui travaille dans cette ville, Florence Lipski, qui connaît bien aussi la ville, et aussi Anne Demians, autre amie, qui a construit de très beaux bâtiments sur Strasbourg, et qui pourra aussi nous raconter ses expériences sur la contextualisation finalement de bâtiments contemporains dans des villes particulières. Et puis nous aurons la sensibilité à la fois d'un paysagiste avec Alfred Peter et d'un plasticien franco-allemand, Wayne Stratmann, qui nous dira comment on peut fonctionner sur une identité un peu particulière. Finalement, Strasbourg a un côté allemand, un côté français, elle a le Rhin au milieu.
Elle est une ville totalement européenne et il nous semblait que en cette début d'année, il était essentiel d'affirmer aussi que notre identité passe par l'Europe et donc évidemment passe par Strasbourg. Donc merci d'être là et je vous souhaite une belle découverte poétique de ce qu'est Strasbourg. Donc bonsoir. Avant de commencer, je voudrais faire quelques rappels un peu du contexte. Donc Strasbourg, c'est d'abord une ville plurimillénaire, puisqu'on trouve les premières installations de peuples proto-celtes dès 1300 avant Jésus-Christ, donc ça fait un bail. Fondateur de la bourgade qui s'appelait alors Argentorate, qui devient un camp fortifié romain à partir de la 12e année avant Jésus-Christ. 30 ans plus tard, Argentgorate donc compte une population de 10 000 personnes, donc en 20 après Jésus-Christ, et le chiffre va varier, il va descendre, monter, mais cependant une constante qui va être à Strasbourg, c'est que ça va rester une ville fortifiée, qui va être fortifiée d'abord par les Romains, après par la population, et après les fortifications vont être renforcées par Vauban à partir du XVIIe siècle. Donc entre ces bastions, Strasbourg a longtemps apparu comme une île aux bordures d'un Rhin mouvant, et ça paraissait d'autant plus une île qu'elle s'est entourée d'un glacis militaire inondable au sud, ce qui faisait que ça pouvait devenir, la plaine pouvait devenir une sorte de mer intérieure. Il faudra attendre le 19e siècle pour que Strasbourg dépasse ses remparts, et sous l'impulsion des Allemands qui occupent la ville à partir des années 70, entame une grande expansion métropolitaine qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En 1888, la Grande Île, donc le centre historique délimité par les deux bras de la rivière Île, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce périmètre a été étendu à l'extension allemande, la Neustadt, en 2017. En 2016, d'après les chiffres de l'INSEE, Strasbourg compte 280 000 habitants dans sa zone centrale et 489 767 pour la zone métropolitaine. C'est les chiffres que je trouve sur la page de métropole. Elle est la capitale de la région Grand Est, donc qui ajoute la Champagne-Ardenne à l'Alsace-Lorraine. Donc c'est une capitale qui est très à l'est du territoire régional qu'elle gère. Et c'est aussi le cœur d'une eurométropole, un ensemble de 33 communes dont nous reparlera sûrement Robert Herrmann, qui préside cette communauté depuis sa création en 2015, communauté qui a été créée à partir de l'ACUS, donc la communauté urbaine de Strasbourg. Le territoire de l'Eurométropole représente 333 km², dont 78 pour le centre de Strasbourg, et rassemble 43% de la population du Bas-Rhin et 25% de la population de l'Alsace. 8e métropole de France, Strasbourg aussi une ville universitaire importante, avec une population de 51 000 étudiants, dans 35 composantes, donc des unités de formation, de recherche, facultés, écoles, instituts. Depuis 1991, par la grâce de la ministre Édith Cresson, Strasbourg accueille l'ENA. Et ajoutons aussi qu'elle possède 2 écoles d'architecture, c'est important ici, donc l'ENSAS, qui rassemble 780 étudiants et 100 stagiaires, et qui a récemment eu une extension faite par Marc Miroham, et l'INSA, donc l'ancienne ENSAIS, École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, qui forme au double cursus ingénieur-architecte. Donc, comme le disait Madame Labourdette, Strasbourg est aussi une ville européenne. Elle accueille le Parlement européen dans un bâtiment conçu par Architecture Studio, le Conseil de la pharmacopée, et hors des institutions de l'Union européenne, la Cour européenne de justice, créée en 1949 et qui est aujourd'hui logée dans un bâtiment dessiné par Richard Rogers en 92. Donc des institutions qui expliquent sans doute que Strasbourg occupe le 2e rang des villes pour les congrès en France, juste après Paris. Les observateurs relèvent d'ailleurs que Strasbourg est l'une des seules villes au monde à être le siège d'organisations internationales sans être capitale. Et bien sûr, la chaîne Arte s'y est installée depuis sa fondation en 1991. En termes d'infrastructures, Strasbourg possède le 2e port fluvial de France et le 4e d'Europe, un aéroport international qui a transporté 500 000 passagers en 2018, et donc voilà, un équipement qui a un peu souffert de l'arrivée du TGV Est en 2007, qui a mis désormais Strasbourg à 1h50 de la capitale. Donc Strasbourg a déjà fait l'objet d'un rendez-vous métropolitain en 2016. L'enjeu de cette nouvelle formule va ne pas être tant de parler du débat sur la forme urbaine, mais de brosser le portrait d'une ville dans sa configuration aujourd'hui. Donc,
Au-delà son positionnement dans le débat sur les grandes transitions, il s'agit de définir l'esprit d'une ville, sa dimension sensible, son identité spécifique. C'est pour ça qu'on a un large panel d'invités. Donc pour Strasbourg, successivement allemande et française à diverses reprises, la notion de frontière s'impose. C'est un peu à travers ce prisme que j'aimerais qu'on interroge cette métropole, dans le mot frontière étant pris au sens large, aussi bien la ligne frontière du Rhin, une limite politique qui s'efface progressivement, en témoigne l'intégration toujours plus grande de qu'elle dans la nébuleuse urbaine, mais aussi la négociation des frontières entre ville-campagne, entre habitat et industrie, dont la séparation est remise en cause par des aménagements comme les deux rives, ou la structuration d'une galaxie métropolitaine franco-allemande le long du Rhin. Donc une nouvelle frontière un peu à la Kennedy qui confirme la dynamique économique et culturelle de Strasbourg. Alors on est très nombreux autour de la table ce soir, donc chacun va parler une dizaine de minutes. Je devrais être impitoyable pour arrêter les interventions, sinon on n'aura pas le temps de parler et de débattre avec vous. Donc pour commencer, on va commencer donc avec Weiss Stratmann, qui est originaire de Bochum. C'est ça? Je ne me trompe pas, dans la Ruhr. Et donc vous habitez aujourd'hui à Paris, vous enseignez aux Beaux-Arts de Lyon. C'est en tant qu'étudiant de l'école des arts décoratifs que vous arrivez à Strasbourg, alors en pleine effervescence artistique sous l'impulsion de Roland Recht, qui annonçait dans la TAM et qui n'a pas pu venir avec nous, et de Sarkis, qui dirige alors l'École nationale des arts décoratifs. Donc on vous dit influencé par les artistes de la néo-avant-garde des années 70, caractérisé par un parti pris d'une intervention sur les lieux plutôt que de la production d'objets. Donc comment Strasbourg et sa position de friction a-t-elle influencé votre art ou votre devenir artistique? Vous m'avez dit en préparant le débat que Strasbourg c'était la ville la plus occidentale des villes d'Europe centrale, selon vous. Là, vous pouvez commencer sur... Ça, c'est l'interprétation que je fais par rapport à un écho culturel que j'ai senti en venant de l'Allemagne. Et par contre, ce qui me semble... il marche? Il marche, oui. Oui. Donc, par contre, la grande expérience que j'ai pu faire à Strasbourg, c'est que je suis donc arrivé en France... par un accident de famille, mais à Strasbourg, parce que l'école des arts décoratifs m'avait accepté comme étudiant. Et donc, d'un jour à l'autre, je me suis trouvé dans une situation de non-appartenance. C'est-à-dire que, étant en Allemagne, j'appartenais bêtement, sans y réfléchir vraiment. J'arrive à Strasbourg, je parlais pas un mot de français. Et je me suis trouvé donc dans une situation comme dit, de non-appartenance ou d'isolation, comme vous voulez le nommer. Et c'est Strasbourg, de par cette double appartenance que je lui trouve, qui m'a permis de transformer cette non-appartenance en une forme productive. C'est-à-dire déjà, au début, j'ai pu troquer, parce que ça sonne un peu naïf de le dire comme ça, parce que imaginez-vous un jeune homme de 21 ans qui arrive comme ça à l'étranger. J'ai pu troquer chaque mot d'allemand pour un mot de français. J'ai prononcé mes phrases en allemand, en français jusqu'où je pouvais. Après, j'ai passé à l'allemand et quelqu'un m'a fini ma phrase en français. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis de transformer cette isolation en quelque chose d'extraordinaire, en une sorte de double appartenance, en une sorte à la fois, je suis resté allemand, mais je suis culturellement et artistiquement surtout socialisé en France. Et ça donne un croisement assez unique, et je crois que ce croisement-là n'était que possible à Strasbourg, notamment par ce mécanisme de pouvoir échanger partiellement une culture pour une autre. Et par rapport à cette non-appartenance, cette notion de frontière, de sa perméabilité, de sa forme, de son épaisseur ou pas, est vraiment devenu le début de ma pratique artistique. Et je dois dire que ce troc dont je viens parler, je pense que Paris me l'aurait pas permis. Et je dois toujours dire que cette non-appartenance, je la sens beaucoup plus ici.
On m'a jamais, cette non-appartenance m'est restée, mais elle n'est pas devenue un élément producteur. Donc je suis pour moi, cette période strasbourgeoise est fondamentale. En plus, comme vous disiez, je suis arrivé à un moment, j'ai assez tôt, mais en deuxième moitié des années 80, il y avait une sorte de, comment je peux dire ça, de partenariat ou de complot entre le directeur des musées de Strasbourg, qui était Roland Recht à l'époque, et un artiste, Sarkis, qui ont joué un peu les Glimmer Twins entre eux, avec une troisième personne à Strasbourg, qui est Robert Grossman, qui a inventé une sorte de micro-ministère de la culture, le CEAC, le Centre européen de l'action artistique culturelle, contemporaine, pardon. Et les deux, Sarkis et Roland Recht, ont réussi à faire une sorte d'effervescence artistique à Strasbourg. Ils ont mis Strasbourg sur la carte et ils ont réussi à en faire une plaque tournante. Malheureusement, cet état-là, n'a tenu que jusqu'à vers 93, quand je suis parti pour rejoindre Pontus-sur-Seine à Paris, à l'Institut des hautes études en arts plastiques. Et avec le départ de Roland Recht des musées de Strasbourg et le départ de Sarkis pour aussi joindre Pontus-sur-Seine, cette chose-là, c'est un peu aplani. On peut commenter peut-être les. Voilà, c'était pour ça que j'ai pris cette image. Cette image est issue d'une exposition qui a eu pour titre Révolution du Palais. Et elle s'est déroulée dans le Palais du Rhin, qui était aussi le palais impérial de Guillaume I, Guillaume II à Strasbourg, et l'école d'architecture. Et l'école d'architecture, je suis censé de passer le mot. Et elle s'est déroulée en 93, et c'était le moment manifeste de cette effervescence qui s'y passait. Et voilà, donc pourquoi cette image? Voilà, c'est parce que cette pièce-là, ce travail que j'ai fait est devenu le travail de démarrage de tout ce que j'ai pu faire après. Par rapport à la notion du statut de l'œuvre, par rapport à la notion de la frontière et à la responsabilité des spectateurs. Je vous donne une rapide description. Vous imaginez un assez beau, un bel entrée, comment ça s'appelle? Une porche, voilà le porche. Ensuite, un vestibule très haut de plafond. On monte quelques marches, le plafond se baisse, on est dans un autre hall. On passe là, il y a un arc, et derrière, il y a une cage d'escalier, et l'espace explose, et on y face au pouvoir qui se déroule, qui prend ses lieux en haut. Et donc, c'est en gros le Palais du Rhin. Je veux pas je veux pas vexer d'autres personnes, mais me semble être une grande cage d'escalier avec quelques salles autour, quoi. Et donc, ce qui me semblait, la seule chose que je pouvais faire, c'était couper cette parfaite symétrie. J'ai donc décidé d'installer au plein milieu de cet escalier ce bloc. Il y a peut-être une autre image qu'on peut voir de côté, voilà, qui fait donc à peu près 3 mètres de long sur 1,20 m de haut, 80 cm de large. Donc si quelqu'un monte l'escalier, à un moment, il a ses yeux à la hauteur exacte de la plaque, qui servait aussi pour un certain nombre de spectateurs comme ça, qui se promenaient dessus, qui regardaient l'espace à partir de là. Donc il y avait ce rapport entre celui qui monte et celui qui est déjà au-dessus et qui regarde vers le bas. Ça coupait le bâtiment en deux. Donc c'était une assez forte mise en crise de la spatialité. Je monologuise, hein. Et donc, ce qui était assez drôle, ça c'est pour l'anecdote, il y avait une réunion des représentants de la Commission européenne sur le Rhin,
question était, évidemment, il fallait un tapis rouge. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le tapis rouge quand il y a un bloc en béton en plein milieu? Donc, le drame était ils étaient obligés de mettre le tapis rouge de deux côtés. Et il y avait des plantes vertes qui cachaient ma pièce. Et je suis sûr que personne ne s'est rendu compte qu'il y en avait quelque chose. Donc c'était assez amusant. Et à la fin, il y avait des personnes qui étaient un peu vexées parce qu'elle a été faite en parpaing, donc assez facilement destructible. Et j'ai senti qu'il y avait un peu de, comment dire, comme un mal-être du fait que ça n'a pas été détruit avant, parce qu'on croyait que c'était vraiment un bloc coulé en béton. Et en tout cas, voilà, c'est à la fois quelque chose qui est devenu emblématique pour mon travail et qui remplace se passe pendant une exposition qui était emblématique pour cette période à Strasbourg. Très bien. Merci, Weissratman. Donc, on va maintenant passer la parole à Jérôme Clément, donc ancien élève de l'ENA. J'ai découvert en préparant l'émission que vous avez débuté votre carrière en 74 au ministère de la Culture comme chargé de mission auprès du directeur de l'architecture et qu'ensuite vous avez été nommé sous-directeur à la direction du patrimoine du ministère de la Culture, donc l'architecture vous est quand même familière, même si après on vous connaît surtout pour la direction du Centre national de la photographie, puis le directoire de l'A7 et votre action comme fondateur d'Arte en 91. Donc Arte a été installé à Strasbourg. La capitale alsacienne avec les institutions que j'évoquais avant jouait un rôle de vitrine. Sa localisation à Strasbourg pouvait paraître, était normal pour une réconciliation franco-allemande, faire un pont symbolique. Quel a été l'apport de la ville à la chaîne et comment les deux se sont nourris l'une de l'autre, et peut-être vous me parlerez aussi du siège d'Arte. Oui, d'abord, je suis très content d'être ici. Comme vous l'avez rappelé, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'architecture et je dois dire que j'ai énormément aimé cette période. J'en garde un souvenir ému. Je m'occupais d'une structure qui s'appelle le Groupe opérationnel des villes moyennes et j'étais le monsieur culture du Groupe opérationnel des villes moyennes où on allait voir dans chaque ville comment on pouvait l'aménager, etc. Et j'ai souvent pensé depuis, je me suis fait d'ailleurs beaucoup d'amis dans le milieu architectural, que si ma vie était à refaire professionnellement, je pense que j'aimerais bien être architecte. Je dis pas ça pour la circonstance, c'est vraiment, je trouve ça formidable quoi, de construire et de créer ou de réaménager. Donc j'ai toujours eu beaucoup de plaisir et c'est pour ça que j'ai accepté volontiers l'invitation de venir ici parce que j'adore l'architecture et les architectes qui sont des gens qui imaginent l'espace dans lequel on va vivre, qui est un beau métier. Alors, pour revenir à Arte, vous avez dit c'était naturel. C'était pas du tout si simple que ça, parce que quand la décision a été prise par François Mitterrand et Helmut Kohl de créer une chaîne franco-allemande, on l'appelait à l'époque la chaîne culturelle européenne, la question du choix du siège s'est posée. Évidemment, les Allemands ne pouvaient pas accepter que ça soit Paris, et les Français ne pouvaient pas accepter que ça soit à Bonn. À l'époque, la capitale était Bonn, même dans une autre ville allemande. Donc, il fallait une ville frontière. Une ville frontière parce qu'évidemment, il fallait abolir par l'image et par l'imaginaire européen cinématographique ou audiovisuel les divisions qui avaient marqué les rapports entre la France et l'Allemagne au siècle dernier. Lyon a été envisagé, Bruxelles aussi. Enfin, c'était bizarre de prendre une capitale belge pour lieu de franco-allemand. Donc, assez vite, l'accord s'est fait sur Strasbourg. Mais aussi parce que c'était à l'époque ce qu'on appelait la bataille du siège, c'est-à-dire le siège du Parlement européen, et François Mitterrand tenait beaucoup à ce que Strasbourg occupe toute sa place dans la construction européenne avec Strasbourg comme capitale européenne. Donc la décision a été prise. Quand j'ai eu à mettre en place toute cette structure, ces équipes, on s'est aperçu assez vite que c'était très compliqué parce qu'il n'y avait rien sur le plan audiovisuel à Strasbourg. Les producteurs sont à Paris, ils sont ailleurs, mais ça présentait énormément d'inconvénients professionnels d'aller à Strasbourg.
Donc tout le monde me disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va aller faire à Strasbourg, on va pas pouvoir y aller, et puis les producteurs viendront pas, ça va coûter. Il n'y avait pas de TGV, donc on prenait l'avion par Air Inter pour aller à Strasbourg. C'était compliqué, c'était cher, c'était fatigant. Donc bon, alors pressé de toutes parts du côté français, je suis allé voir François Mitterrand que je connaissais un peu et qui m'a reçu la scène se passe dans son bureau. Il était en train de signer son courrier avec ses grosses lunettes et il me dit bon alors comment ça marche votre affaire? Je lui dis Monsieur le Président, ça va bien, on a réussi à faire un traité avec les Allemands, ça nous a pris 2 ans, mais enfin il y a quand même un problème, c'est Strasbourg. Alors il me dit, alors il m'a regardé, il m'a dit mais pourquoi ça vous plaît pas? Je dis ben c'est professionnellement ça va être très compliqué. Je sais pas comment on va faire pour arriver à faire une capitale, enfin le siège d'une structure audiovisuelle. C'est incommode pour les Allemands. Il n'y avait pas d'avion qui allait d'Allemagne à Strasbourg. Il fallait passer par Baden-Baden. C'est très compliqué pour les Français. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Alors il m'a regardé, il m'a dit bon, écoutez, vous irez à Strasbourg. L'entretien est terminé. Voilà. Donc je suis rentré à mon bureau et j'ai dit bon, alors tout le monde me disait alors, est-ce que vous l'avez convaincu? Je dis non, on ira à Strasbourg. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on est allé à Strasbourg. En fait, ça s'est avéré être une ville très agréable à vivre et on a été extrêmement contents d'y passer du temps. La ville est superbe et on y vivait bien. Ça a obligé effectivement tous les producteurs à faire la navette, quoi, entre Paris et Strasbourg. Maintenant, ça paraît tout simple parce qu'on y va très facilement, mais ça a été un peu compliqué. Mais finalement, tout le monde s'y est fait. Et on a fait comme c'était la même histoire avec l'ENA. Hein, personne ne voulait aller à Strasbourg. Finalement, bon voilà, il fallait une décision politique parce que sinon, jamais de nous-mêmes, on aurait accepté ça. Ça, c'est la première histoire que je voulais raconter. La deuxième, elle est encore plus architecturale, c'est que comme cette affaire avait marché, au départ, moi, je n'étais pas du tout sûr que ça marche. Je me suis dit, si on tient 3 mois, ça sera déjà bien, mais bon, ça continue toujours. Et la question s'est posée de savoir de faire un siège social, parce qu'on était hébergé par France 3. Ensuite, on avait pris des bureaux rue de la Fonderie. Et puis, comme tout ça a grossi, on avait 11 implantations à Strasbourg, donc c'était plus possible de continuer à travailler dans ces conditions. Il fallait un siège social. La ville nous a offert un terrain sur les bords de l'île, en face du Parlement, pour construire un siège social. Et il fallait trouver l'argent et ensuite décider de la procédure. Les Allemands et les Français se sont mis d'accord pour mettre l'argent nécessaire à la construction d'un grand bâtiment qui permettrait de rassembler tout le monde et puis qui symboliserait cette chaîne, symbole aussi du rapprochement franco-allemand. Comment faire? Donc on a décidé de faire un concours international, aussi parce qu'on voulait qu'il y ait de la publicité autour de la construction du siège. Et de fait, ça a marché puisque les plus grands architectes ont répondu à l'appel d'offres. Il y en a 2 d'ailleurs qui sont ici, Francis Soler et le cabinet de Rudy Ricciotti, pardonnez-moi, voilà, et voilà, Jordan et Rudy qui ont concouru. Il y avait de très très beaux projets, mais on s'est heurté à un problème politique. C'est pas si simple. C'est que les Allemands rechignaient à choisir un architecte français, et les Français de ce fait rechignaient à prendre un architecte allemand. Et donc on a eu des discussions. Il y avait de très très beaux projets, certains très audacieux, et donc on a fait une sélection où il y avait 4 ou 5 projets in fine, mais cette opposition, c'est-à-dire qu'on parle toujours de l'Union franco-allemande, mais enfin c'est pas, comme on disait autrefois à propos du Parti communiste et du Parti socialiste, l'union est un combat, et donc il fallait arriver à s'entendre. Donc évidemment, le choix s'est porté in fine sur un Anglais. Ce qui a compliqué encore les choses, parce que l'Anglais, naturellement, habitait à Londres, il fallait qu'il prenne l'avion pour venir à Strasbourg. Il parlait anglais, on ne parlait que français et qu'allemand. Bon, en fait, ça a été un cauchemar. Ça a été un tel cauchemar que, quelles que soient les qualités du bâtiment, l'architecture, c'est très politique. Hein. Faut quand même bien se rendre compte de ça. Moi, je l'ai vécu parce que je me suis occupé en son temps des grands travaux de François Mitterrand. Il n'y a rien de plus politique que l'architecture aussi.
Et donc, au bout d'un an, l'anglais a laissé tomber. C'était qui, l'architecte? Alors, je me souviens plus comment il s'appelait. J'ai oublié, parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant, mais c'était un assez grand architecte anglais, pas un des plus connus, mais quand même un assez grand architecte qui était spécialisé dans le verre, en particulier dans le travail sur le verre. Donc c'était un bâtiment extrêmement transparent, très audacieux, qui avait beaucoup de qualités, je dois dire, sur le plan architectural. Mais simplement, on n'a pas réussi à s'entendre. Donc au bout d'un an, il a claqué la porte et nous a laissé tomber. Donc on s'est retrouvé, ce qu'il affichait mal quand même, sans architecte pour construire le siège du social d'Arte. Entre-temps, la présidence était passée à mon collègue allemand, et devant ce fiasco, parce que c'en était un, et puis ça nous avait coûté cher, on avait fait travailler toute une étude, enfin, on avait quand même fait un an d'études pour arriver à une rupture de contrat. Mon collègue allemand a dit, écoute, ça va comme ça maintenant, il y a de très bons architectes en Allemagne. Il y en a un qui a construit le siège de la ZDF à Mayence, qui est une énorme structure. On va faire appel à lui. Et donc, la décision a été prise et je pouvais rien dire, quoi. C'était parce qu'en plus, il y avait un financement à la clé. Enfin bon, il y avait des circonstances politiques de l'époque qui faisaient que je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter, d'autant que c'était un architecte qui avait fait ses preuves. Et il craignait beaucoup, si on prenait un architecte français, en particulier Nouvel, que d'autres, que les coûts soient pas respectés, que tout ça parte dans tous les sens. Ils se méfiaient beaucoup sur le plan budgétaire des Français. Et ils m'ont dit, au moins avec un architecte allemand, on est sûr que ça sera remis dans les délais et que les coûts seront respectés. Voilà. Alors, bon, donc... Non, mais ça a été le cas. Je dis la vérité, je raconte ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé, comme ça que ça a été décidé. Et ça a été le cas, effectivement. L'architecte a fait un bâtiment qui était assez classique. C'est un cube qui avait une certaine allure, qui est un beau bâtiment, très fonctionnel, dans lequel on a été heureux de vivre, qui a été remis dans les délais. Il n'y a pas eu un euro en plus par rapport au budget. Donc on peut dire que l'affaire a été réussie et que finalement, quand on l'a inauguré, tout le monde était relativement satisfait. Bon, pour vous dire que cette affaire-là, c'est pas si simple que ça, et qu'au bout du compte, maintenant, après 25 ans, je crois, un peu plus même, je sais plus, j'ai pas fait le 90 à maintenant, ça fait 29 ans, tout le monde est très content du résultat, et moi j'ai beaucoup de plaisir à retourner à Strasbourg, et c'est vrai que ça a bien vécu. Donc les choix, bien que l'accouchement a été difficile, les choix ont été heureux. Très bien, merci pour ce témoignage d'un chantier retardé. Ça n'arrive pas qu'à Strasbourg. On va passer maintenant la parole à Florence Lipski, donc associée à Pascal Rollet depuis 1990 au sein de l'agence Lipski Rollet. Vous avez travaillé notamment avec Giancarlo de Carlo. Vous enseignez à l'école de l'architecture et des territoires de Marne-la-Vallée. Votre agence est réputée pour son engagement dans la construction durable contextuelle avec des matériaux comme le bois ou la terre. Vous avez notamment livré les grands ateliers de l'île d'Abo en 2001, la bibliothèque universitaire d'Orléans-la Source, bâtiment qui vaudra l'équerre d'argent en 2005, la maison de l'Inde à la Cité universitaire internationale de Paris en 2013. Et c'est toujours dans le domaine universitaire qu'on vous retrouve à Strasbourg avec le PAPS, un bâtiment dont le chantier est en cours sur le site de l'hôpital civil. L'hôpital civil, c'est un hôpital qui a été construit au départ par les Allemands, qui voit son enceinte se rouvrir à la ville. Donc là aussi, c'est une frontière intérieure de la ville qui s'ouvre et un pas vers la reconstruction, la reconquête de friches strasbourgeoises. Donc, Florence. Est-ce qu'on peut mettre l'image d'après, s'il vous plaît? Non, non, mais vous allez passer l'image? Oui. Ah, c'est vous qui passez, très bien. Bon, je peux le passer moi, si vous voulez. Voilà. Non, alors, moi, j'ai 3 points que je voudrais souligner peut-être aujourd'hui. C'est d'abord, quand on est architecte et qu'on arrive dans des grandes villes françaises, on vous dit toujours « Ah non, mais ici, c'est pas pareil ». Ok.
Et donc, quand je suis arrivée à Strasbourg, on m'a dit, c'est pas pareil, vous allez d'ailleurs doubler les réseaux. Bon. Et en fait, c'est pas pareil, c'est vrai que c'est pas pareil, mais pas pour les mêmes raisons qu'on vous l'annonce. Strasbourg, c'est pas pareil parce que sur la question du territoire universitaire et des campus et du rapport de l'homme de l'universitaire au sol, on a une carte française qui est assez disparate, avec un malaise permanent sur les campus, dont je ne ferai pas l'histoire aujourd'hui, et puis une culture très forte du bâtiment inséré dans la ville, type quartier latin. Et quand on arrive à Strasbourg, on est déjà dans une situation beaucoup plus à l'aise. C'est peut-être le seul endroit de France où il y a un rapport assez sain, je dirais, de l'universitaire à son territoire, déjà du fait de l'histoire. Puisqu'ils ont eu cette période allemande avec des bâtiments très massifs, mais qui structurent vraiment une partie de la ville. On a vu tout à l'heure ta photo, l'escalier monumental, etc. Donc on a une représentation de l'institution universitaire très forte. Après, on a un campus et puis des architectures plus contemporaines. Et puis, avec l'installation de Sciences Po à Strasbourg, on est dans une transformation de site. Et donc ça c'est quelque chose qui me tenait très à cœur parce que bien sûr que c'est un bâtiment contemporain, on va le voir après, mais par rapport si on parle d'architecture contemporaine, par rapport sûrement à ce que va montrer tout à l'heure Anne, moi je suis plutôt sur une question de typologie architecturale. C'est-à-dire que ce site des hôpitaux, des anciens hospices, il est voué à s'ouvrir. C'était des bâtiments très massifs qui ont eu un passé pas toujours facile sur les grands bâtiments. Celui qui a été détruit, sur lequel on a construit de nouveaux bâtiments, il y avait quand même une flèche qui dit chambre à gaz, c'est par là. Donc on a un passif qui est lourd. Pour autant, on est dans une transformation assez à l'aise, dans le sens où on va ouvrir, avec l'arrivée de ce bâtiment que vous voyez dans le petit rectangle, hein, on va ouvrir le site des hôpitaux, on le transforme et on commence à faire le lien avec la rivière et la ville. Et ça m'a fait excessivement plaisir de se dire qu'on n'est pas forcément dans une configuration d'un bâtiment en ville ou d'un campus. On est dans l'arrivée de l'université qui est là pour amener son savoir, pour installer son enseignement et sa recherche. Et on fait donc bouger le site. Ensuite, il y a une caractéristique incroyable de ces universitaires, c'est que le bâtiment s'appelle donc est donc dédié à la propriété intellectuelle, industrielle et intellectuelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont a priori éparpillés, qui travaillent tous sur le même sujet, par la question de la recherche, par la question de l'industrie, par la question des contrats de l'entreprise, de tout ce qui est les brevets, et qui ne se parlaient jamais. Et donc le projet de ce bâtiment, c'est de rassembler tous ces gens dans un bâtiment et de faire l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, qu'importe. Et ça, c'est très très difficile à réaliser pour un architecte, se dire qu'on les rassemble tous, qu'ils ont chacun leur espace, mais en même temps ils sont tous ensemble. Alors on peut passer l'autre image. Voilà, alors vous le voyez pas très bien, mais on est avec une architecture sur la gauche, un bâtiment où pour le coup c'est vraiment la toiture qui fait la 5e façade, une architecture très très massive, très très allemande, enfin très dense, très concentrée, et du coup on a fait un bâtiment dans la même veine, dans la même typologie, même si on est sur un travail d'enveloppe sur le bois, si on est sur un enjeu d'être thermique, si on a un enjeu d'être passif, mais on a vraiment fait place nette pour à la fois être sur un travail contemporain, mais en même temps être dans cette veine des bâtiments universitaires très lourds et très massifs. Alors on peut passer à la suivante. Voilà. Et alors, je dirais un peu la caractéristique de ce bâtiment, c'est que c'est une grande rue en rez-de-chaussée. Je l'ai appelée rue universitaire. Et là, on pourra aller à la cafétéria, on pourra se retrouver, on pourra avoir une vitrine de la recherche. Et on traverse, on fait le lien entre une placette et un jardin qui est au fond. Et c'est censé être le point commun de tous ces gens qui se rassemblent. On doit pouvoir diffuser, présenter, exposer, tous ensemble. C'est quand même un bâtiment qui a une cocotte minute parce qu'il y a plus de 2000 personnes dans ce bâtiment. Il y a un nombre incalculable d'amphithéâtres. Et plus vous montez, plus vous êtes dans la recherche.
Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce travail avec le maître d'ouvrage, d'essayer de réexpliquer aux gens, n'oubliez pas, vous étiez contents de venir tous ensemble, vous êtes les seuls en France à faire ça, n'allez pas vous enfermer tout seul en haut dans votre petite chambre avec votre cafetière. Essayez de penser qu'en haut, c'est la recherche, mais en fait, c'est partagé, c'est très communautaire. Alors, bien sûr, ça n'est que la dynamique, elle ne porte que sur l'idée de rappeler aux gens le programme et sur le temps du chantier, de ne pas l'oublier. Mais je pense qu'il y a que Strasbourg où on arrive à mettre ça en place, parce que l'esprit communautaire et le partage, et se dire qu'on est efficace tous ensemble, c'est vraiment au cœur de l'université. Alors, c'est tellement au cœur qu'on peut passer l'autre image. Voilà, donc ça, c'est la rue. Et là, on a travaillé avec Rudy Bord, donc avec qui on travaille à l'agence régulièrement, pour mener au bout un travail de recherche et qui est devenu quasiment indépendant du travail d'architecture. Et là, ça devient réussi quand presque j'ai plus à m'en occuper. C'est qu'à force de se dire que cette rue, on allait vraiment en faire une forte dynamique, il y a eu un travail interne à l'université. On peut voir l'autre image. Donc ça, c'est le bâtiment. Oui, on peut passer là. Là, c'est le bâtiment en coupe. Donc, en fait, tout le rez-de-chaussée, c'est ce qui donc traverse, qui fait le lien dans le territoire des hospices. Premier étage, vous avez tous les amphis avec les étudiants. Puis quand vous commencez à monter, on est dans la recherche. Donc, a priori, un chercheur, ça s'enferme dans sa boîte. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'il reste en bas. Et alors, ils ont mené un travail vraiment partagé. Je pense que ce sera ça, la fin de l'histoire. C'est que, voilà, donc ça, c'est la signalétique qui va être réalisée. On peut passer, voilà. Et là, les dernières images que je vous ai mises, c'est qu'indépendamment, ils ont travaillé ensemble sur leur contenu et leur savoir. Qu'est-ce que c'est que la vie universitaire? Qu'est-ce qu'on partage au-delà de la vie universitaire? Quels sont nos savoirs partagés? Et ils ont fait un travail sur qui est arrivé à une charte graphique, mais qui est de dire, sur un même thème, comment on l'aborde et comment on se croise, où est-ce qu'on est différent, où est-ce qu'on est complémentaire. Et c'est ce travail-là qu'ils ont mené par ailleurs qu'on va retrouver après dans le bâtiment. Voilà, ils ont travaillé sur leur langage visuel, ils ont fait des ateliers ensemble. Et voilà, et donc c'était plutôt là-dessus que je voulais vous donner mon témoignage. Très bien, on y reviendra sans doute pendant la discussion. On va maintenant passer la parole à Anne Démians. Donc, vous êtes née à Colmar, j'ai découvert aussi en préparant l'intervention. C'est un handicap? Non, c'était pratique, ça m'a sauvé la mise lors d'une assemblée. Vous êtes diplômé de l'école d'architecture de Versailles. En 2003, vous avez ouvert l'agence architecture Anne Démians, mais c'est en fait une structure qui faisait suite à une première structure ouverte en 95. Donc, parmi vos réalisations, on peut citer toujours dans la région le Quai Ouest à Nancy, un programme mixte, l'immeuble de bureau réseau à Batignolles, cette fois-ci à Paris, et à Strasbourg. Donc vous avez récemment livré le foyer de travailleurs migrants Ziegelwasser, donc du nom d'une rivière locale, et surtout l'ensemble Black Swan, hein, donc dans le cadre du réaménagement de la presqu'île Malraux, une ancienne friche du port de Strasbourg, où on trouve plusieurs bâtiments, notamment une médiathèque conçue par Ribot et Vittard, un immeuble de logement conçu par George Hines, dont il nous parlera sûrement tout à l'heure. Donc c'est un peu une nouvelle, aussi là encore une nouvelle frontière de la ville, une zone en friche, et la presqu'île Malraux, c'est un peu le premier pas pour la réalisation d'un projet beaucoup plus vaste des deux rives. Donc c'est un projet de tour en plus, donc c'est aussi toujours des projets sensibles sur le plan de la population. Donc comment votre projet s'inscrit-il dans cette nouvelle frontière? Donc quel est l'apport de la hauteur et qu'est-ce qui fait de vos tours un projet aussi strasbourgeois? Donc voilà, vous pouvez peut-être nous dire deux mots sur ce sujet. Alors, alors pourquoi c'était aussi un enjeu de rupture, parce qu'on est sur la presqu'île Malraux, comme vous le dites. C'est un ancien site industriel et qui faisait une vraie barrière, je ne sais pas si je peux pointer, ouais, barrière entre le nord et le sud de Strasbourg, et qui coupait en fait le centre de Strasbourg avec le Neudorf. Et depuis, on va dire, quelques décennies maintenant, le site industriel est restructuré pour le redonner aux habitants de Strasbourg. Et donc moi, je suis, on va dire, la dernière opération qui clôt cette opération de
de revalorisation de cet ancien site industriel. Et il y avait la question de comment on crée du lien dans un axe est-ouest entre le centre de Strasbourg et la ville de Kiel. Donc il y avait quand même un enjeu urbain métropolitain de premier ordre. Et il y a eu en 2014 une volonté très forte en fait, de la ville de Strasbourg qui avait d'abord fait un concours qui avait donné lieu à un résultat où il y avait une tour de 100 mètres qui aurait dû se construire. Mais il y a eu une sorte de refus en fait, des Strasbourgeois par rapport à cette question de la hauteur. 100 mètres, c'était trop. Et puis, il y a eu d'autres études qui ont précédé en fait, un deuxième concours auquel j'ai participé, un concours international, mais très représentatif de cette ville frontière, puisqu'il y avait un Hollandais MVRDV, un Allemand Saarbrücken, Gugger, un Suisse, et puis 2 Français, Jacques Ferrier et mon agence. L'enjeu, il était de taille parce qu'il s'agissait de créer une sorte d'agrafe urbaine entre donc, la presqu'île Malraux et l'écoquartier, qui est le début en fait, d'un grand projet urbain vers la ville de Kiel, comme je disais. Et tout l'enjeu pour moi, c'était de dire, alors que c'est le concours, c'était un projet de 30 000 m², d'un projet mixte, et il m'était demandé d'afficher cette mixité, c'est-à-dire du programme, c'est-à-dire qu'il va y avoir du bureau, du logement, un hôtel, une résidence étudiante, résidence-service, donc projet extrêmement mixte. Il m'a semblé prioritaire par rapport à cette question en fait, de la mixité, c'est-à-dire qu'il m'a semblé justement pour retrouver l'identité strasbourgeoise et non pas faire comme dans beaucoup de villes, afficher la mixité comme le gage d'une diversité qui va faire qu'on ne s'ennuie pas en ville. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire une architecture jaune, verte, rose, et c'est comme ça qu'on a au final un quartier contemporain. Mais au final, d'une ville à l'autre, on finit par avoir un peu les mêmes résultats. Et on ne sait plus si on se trouve à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon. On a de l'architecture contemporaine. Moi, il m'a semblé plus important à Strasbourg, c'était de rentrer en résonance avec un site qui est absolument extraordinaire, qui est chargé d'histoire, qui est un ancien site industriel, et de venir dire, voilà, comment on peut installer un programme domestique, parce qu'en fait, des bureaux, des logements, et de commerce et d'hôtels, c'est avant tout la domesticité de la ville. Ça fait 80% de nos villes. Comment on retrouve une idée qui est plutôt liée à cette idée qu'on va à la fois agréger l'histoire du site, des problématiques en fait sur la capacité à un projet à accompagner un site qui est complètement en mutation, parce que la presqu'île Malraux, c'est un projet qui n'a fait que bouger depuis quelques décennies et qui n'a pas fini de bouger, ne serait-ce que par la grande dynamique qui est lancée jusqu'à la ville de Kiel, et dont en fait la programmation était prévisible, c'est-à-dire entre le moment où j'ai gagné le concours et après sa réalisation, là je livre ce mois-ci le troisième tour rouge, il y a eu en fait 50% du programme qui a changé. Donc lors du projet, du concours, j'ai dit à un moment donné, bon moi je prends le risque de faire un projet théorique, je ne réponds pas à la question de l'expression de la diversité, je propose un projet qui avant tout assume son rôle d'agrafe urbaine, c'est-à-dire de créer via la question de la hauteur, la possibilité d'intégrer en fait dans le projet la question de la vue lointaine et le fait d'avoir un corps qui vient asseoir en fait cette verticalité, ça permet d'avoir un ancrage lié à un quartier proche. Donc c'était l'idée d'arriver à gérer un peu 3 échelles, l'échelle du bâtiment, celle du quartier et du territoire lointain, avec des percées visuelles entre chacun de mes bâtiments. L'autre problématique, c'était d'assumer le fait que comment on écrit en fait un bâtiment de cette nature, alors même qu'on a un projet. Je ne sais pas si j'ai d'autres. Bon, il en manque une. Donc la question en fait de la répétitivité, pour moi, c'était un peu le gage d'arriver à. En fait, il manque une diapo où on voyait la question de la trame unique, qui a été une proposition que j'ai faite dès le phase du concours, la question en fait de la possibilité d'avoir des noyaux au centre et les façeuses porteuses qui permettaient de faire bouger les programmes tout au long du programme, tout au long en fait de la vie du bâtiment, et le fait d'avoir des coursifs qui viennent lasser en fait le bâtiment. Là, on voit un module qui est lié en fait à
une partie du bâtiment qui va se dupliquer, mais qui, par son industrialisation, est le gage d'une grande qualité de réalisation, qui va pouvoir inscrire la complémentarité qui est celle des qualités d'un bureau ou d'un logement, simplement en intégrant en fait les caractéristiques climatiques de Strasbourg, qui est un climat continental assez froid en hiver et assez chaud en été, avec la possibilité d'avoir des brise-soleil qui permettent d'assurer en fait les caractéristiques climatiques. Et en fait, le bâtiment, il n'est pas la résultante d'une volonté d'écrire un bâtiment selon une réflexion uniquement esthétique. C'est simplement l'addition en fait des bonnes raisons d'assumer en fait la transformation possible d'un bâtiment dans le temps, eu égard en fait à la vitalité d'une ville, tout en assurant en fait le maintien de la qualité de cette construction dans le temps, alors même que les usages vont évoluer. L'autre problématique, c'est-à-dire que la densité m'a permis effectivement, dans la mesure où j'avais une certaine répétitivité, de proposer d'avoir des rez-de-chaussée en double hauteur, ce qui, je pense, est aussi un gage de cette possibilité d'inscrire dans le rapport à la rue simplement des commerces et des équipements de qualité qui étaient simplement trouver l'équilibre par cet effet de masse assumé dans l'écriture du bâtiment. Voilà ce que... D'accord. Donc, très bien, merci. Maintenant, on va passer la parole à Georges Heinz, donc architecte urbaniste des PLG, professeur de théorie pratique de la conception architecturale urbaine à l'ENSAS. Donc, Georges Heinz construit majoritairement dans le domaine de l'architecture des édifices publics. Il a passé 7 ans à Londres comme chef de projet chez Rem Koolhaas et Elias Vangelis avant de revenir à Strasbourg. Donc, parmi vos réalisations, on peut retenir l'écluse de Niffer dans le Haut-Rhin, une salle socioculturelle à Unspar, et à Strasbourg, le centre socioculturel du Landsberg, et surtout la réhabilitation de l'entrepôt Zeckmüller sur le site de la presqu'île Malraux, un projet qui a eu le prix EMO en 2018. Donc là, vous avez voulu nous parler d'un thème qui vous est cher, c'est ce fait de Strasbourg, une sorte de constellation, une ville qui s'inscrit dans un ensemble plus large autour du Rhin. C'est donc ce que vous allez nous présenter ce soir. Oui, merci. Oui, donc, si je peux avoir là. Merci. Oui, donc d'un point de vue architectural, on parlait des magnifiques réalisations des Black Swan de Anne Demian, qui est dans le cadre d'un ensemble très important, qui a lancé, en fait, on va dire, l'extension de la ville à partir du travail de Ibos Vitar sur la médiathèque, vers Kielt et vers l'Allemagne. Il y a autour de Strasbourg un ring qui est contrarié par le Rhin, et donc on a une sorte de demi-ring. Ce qui n'est pas simple pour une métropole de 500 000 habitants qui ne fait que s'étendre et se développer. Donc cette opération dont vient de parler Anne a été le point de départ, entre autres avec ce bâtiment qui a une fortune critique incroyable, prix Gustave Eiffel, pyramide d'argent, etc. Et récemment, Grand Prix national à Emo, qui démontre aussi, avec la suite de l'ensemble du programme qui se développe sur un projet qui s'appelle le projet Danube, qui déploie la ville vers son extension naturelle, qui ne l'est pas tant que ça, vers le Rhin. Donc, si vous voulez, ce que je comptais vous montrer aujourd'hui, c'est le fruit de 20 à 25 ans d'études et de travaux avec mon laboratoire de l'école d'architecture de Strasbourg qui s'appelle l'atelier Rénan et qui se pose la question à la fois de la prospective, c'est-à-dire où va la ville et quelle grandezza, quelle bellezza on peut renouer avec les théories d'expansion des villes en tentant d'imaginer des territoires urbains qui soient à la hauteur de ce qui nous a été légué. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, Strasbourg est une ville extrêmement attachante, très dessinée, pensée à travers toutes les périodes de l'histoire,
depuis l'époque romaine. Et donc, il y a nécessité de produire des visions, pas juste un discours, mais quelque chose qui puisse donner un sens, une compréhension d'un territoire, afin que les citoyens, les politiques, puissent se projeter dans l'avenir et prendre en amont des décisions à travers des choix très larges, puisque l'urbanisme n'est pas une science, mais une sorte de conséquence permanente d'événementiel auquel le temps politique est bien court pour répondre. La fabrica urbana, vous le savez, se fait sur des décennies, des générations, et les décisions sont à prendre quasi au quotidien. Donc cette difficulté nécessite des prospectives, des visions, et celles-ci ont été menées, entre autres celles que je vous présente, à partir d'une prise en compte du grand territoire d'abord, parce que les biologistes nous ont appris dans les années 70 que pour comprendre une fleur, il fallait s'intéresser à son biotope, aux champs, à la montagne, à la forêt, au territoire et à l'ensemble des données météorologiques, géologiques, à la croisée donc des disciplines, des pensées et des savoirs. Pour la ville, il en va de même, c'est donc d'une extrême complexité. Et face à ce désarroi, on ne peut que imaginer des scénarios, comme des cinéastes, et penser ce territoire. Notre territoire que nous avons appelé l'archipelago rhénan, finalement est celui du Rhin supérieur, qui est une zone extrêmement dense et extrêmement étroite, petite, qui parfois fait 40 cm, les Vosges, en face la forêt noire, le Rhin au milieu, qui est ce vecteur incroyable de diffusion des savoirs, des techniques. C'est aussi un territoire de souffrance, de guerre, de combat, qui a été permanent jusqu'à aujourd'hui. Donc, autour de cette situation, à la fois géologique et anthropologique, se pose la question d'une part, deux nations, vis-à-vis, face à face, souvent en conflit, et comment faire que les décisions se prennent à l'échelle du territoire et non pas simplement à l'échelle locale ou régionale, mais internationale. C'est une vraie difficulté de toutes les régions frontalières et c'est un des rôles, à mon sens, qu'il faut développer dans l'Europe. Et Strasbourg est capitale de l'Europe, en tout cas pour son siège. Donc si on considère les choses différemment et qu'au lieu de penser Strasbourg simplement comme une conurbation, mais comme étant un des quartiers d'une ville diffuse, d'une ville-région, qui est en fait le Rhin supérieur, de Bâle jusque quasiment à Cologne, cette situation prend une toute autre ampleur. Finalement, cette ville du Rhin supérieur, cet archipel rhénan, est constitué de quartiers qui sont ces villes, Bâle, Karlsruhe, Stuttgart, Fribourg, Colmar, Mulhouse, etc., Ludwigshafen, et entre ces espaces naturels sont des quartiers de parcs, de territoires naturels. Donc cette idée-là donne une toute autre dimension aux enjeux, qui sont les enjeux de l'Europe et du territoire aujourd'hui, qui ne connaît plus de frontières. Donc à partir de ce constat, nous avons aussi constaté que nous étions une région siamoise, un territoire miroir. Nous avons de part et d'autre du Rhin les mêmes infrastructures. C'est la seule région au monde où nous pouvons organiser des concours, des courses de train à grande vitesse, entre l'ICE et le TGV, où vous retrouvez aussi bien toute la pharmacopée européenne à Bâle, que l'ensemble de la chimie avec BASF et d'autres, que Porsche, Mercedes, Peugeot, Alstom, des industries incroyables, une bonne vingtaine de cathédrales, une bonne trentaine de sièges européens qui soient de l'ordre juridique, politique, institutionnel, des musées à ne plus savoir comment les fréquenter. Alors, de nombreuses choses ont été faites, des cartes
pour fréquenter tous ces lieux. Néanmoins, le territoire souffre. Le territoire souffre parce qu'il est étroit, il est petit, il est donc précieux. Donc nous avons imaginé comment fédérer, et la seule solution qui nous est apparue, c'est l'idée de la ville compacte. C'est-à-dire que tous ces quartiers, ces grandes villes, internationales, nationales et régionales, peuvent s'organiser en repensant d'abord l'infrastructure. Vous avez ici la Amfraba, donc l'autoroute qui fait Hambourg, Francfort, Bâle, qui peut recevoir l'ensemble des grands points logistiques nécessaires au fonctionnement de cette région qui est hyperactive, réellement hyperactive. C'est une façon d'économiser le territoire. À partir de cadavres exquis, nous avons un grand nombre de gravières, d'anciens territoires de pollués que sont là les raffineries, etc., qui peuvent devenir le siège de nouvelles îles, de création de villes, plutôt que d'étendre les villages par des zones périphériques de maisons individuelles qui font que bientôt on aura une conurbation comme de Kyoto à Osaka et Tokyo, c'est-à-dire une ville continue. L'idée de préserver ces territoires en densifiant les villages autour des gares, autour, etc., en renaturant les rivières, etc. Je suis désolé, il faut que je boive, la bouche trop sèche. Permettez-moi un intermède. Rénan. On a une magnifique eau locale. Donc l'idée, c'est que chaque ville se concentre sur elle-même. La ville compacte, ici Strasbourg, avec les 12 forts qui ont été construits par Guillaume II, de peur que la ville lui soit reprise par les Français en 1870, qui ont été livrés en 1872, qui n'ont jamais servi parce que la balistique a rattrapé évidemment l'urbanisme et l'architecture, qu'on pourrait imaginer comme limite de territoire d'expansion maximale de la métastase urbaine sur ce territoire fragile qu'est la ville. Et donc sur Strasbourg, qui a été pris comme un cas particulier, l'idée que comment construire la ville sur la ville. Évidemment, comme partout, repenser les friches, repenser les infrastructures, densifier. À Strasbourg, nous avons cette ceinture verte qui n'a de verte que le résiduel urbain autour de l'autoroute. Et donc l'idée, d'une part, à l'ouest, de déclassifier l'autoroute pour en faire un boulevard urbain. Et je remercie ici Monsieur Robert Herrmann, qui est l'initiateur de cette étude, de ces développements, à partir de l'ensemble de ces réflexions, et qui permet d'aborder la question, effectivement, d'une, on va dire, possible réconciliation entre le centre et sa périphérie, en cassant cette cicatrice qui est aujourd'hui l'autoroute, et on la transforme en boulevard urbain, qui serait une impulsion inestimable pour penser une ville différente. Et à l'ouest, côté Rhin, le port s'est extrêmement développé dans la partie sud. Dans la partie nord, il reste des activités importantes, certes, mais qui ont souvent peu de relations avec l'eau. Et on peut imaginer la ville-port de demain, qui soit cette ville, cette nouvelle porte de France, cette nouvelle frontière, avec l'extension de la ville qui se fait essentiellement sur l'ouest et qui pourrait se faire aussi autour de ce que nous avons appelé la Ringkultur ou le borderline. À partir de ces idées, vous voyez ici sur l'ouest en pointillé l'autoroute qui pourrait se transformer en boulevard et permettre de repenser une ville-parc composée essentiellement sur la trame verte, de reconnexion des corridors verts, la trame bleue, les transports doux, l'ensemble de la complémentarité des systèmes de transport. Et on sait aussi Strasbourg est exemplaire avec son tram que tout le monde connaît, dont nous avons ici Alfred qui est l'instigateur et le réalisateur principal, mais aussi l'ensemble des autres compléments, des pistes cyclables. Strasbourg est effectivement une ville très douce pour ses transports. Et donc, à travers cette idée-là, libérer des territoires qui permettent de construire la ville sur la ville et de reconcilier centre et périphérie. Ici, avec ces quelques exemples, parce que je pense qu'il est important, non pas juste de parler, mais de montrer la
la diversité, on a la chance d'avoir eu en France une théorisation à travers la Village 3, etc., qui est intéressante, qui mérite d'être prolongée dans les perspectives d'avenir, quels que soient ses inconvénients, mais enfin, il y a tout un territoire à développer. Strasbourg serait un lieu exceptionnel pour le réaliser. Et ici, vous voyez le port, qui est donc cette zone entre l'Allemagne et la France, où là aussi, des enjeux européens, par exemple. L'idée que le port de Kiel, qui a été surdimensionné à l'époque pour pouvoir contrer un retour des Français sur Strasbourg, pourrait, avec une joint venture, être le port le plus important sur le Rhin, et de loin, et permettre d'être une base logistique extrêmement importante aussi, des réseaux eau, voies ferrées et transport, trains, se déploierait sur la rive allemande, alors que en renaturant l'ancien Rhin tortue sur l'île aux épis du Rhin, il y a la possibilité de reconstruire ces corridors écologiques, de transformer le port Pétrole au Nord en port sur la biomasse avec ses campus universitaires. L'Université de Strasbourg est très forte dans ce domaine, et créer un territoire tout à fait nouveau à inventer, à développer, ici sur le Rhin, pour l'expansion d'une ville nouvelle. Donc ces images sont là pour nous, pour simplement témoigner. Évidemment, on se positionne ici sur un programme lointain, c'est-à-dire sur des perspectives de 50 ans, qui permettrait d'éviter la propagation de la ville et son territoire sur la région Alsace, se concentrer sur elle-même et devenir un pôle réellement international et extrêmement efficace, un territoire à réinventer. Donc il y a cette démarche qui a été initiée aujourd'hui par les politiques, de façon très volontariste. Et je pense que c'est un des signes les plus intéressants d'une vitalité qu'on constate aussi quasiment dans toutes les villes portuaires, fluviales et sur les mers, de cette transformation des ports, mais aussi des gares comme de nouveaux territoires pour une reconquête urbaine, un savoir-faire d'une ville qui soit une ville de mixité, de densité. Donc c'est pas juste des mots-clés, ce sont pas juste des rêves, ce sont à mettre en œuvre des mécanismes qui sont tout à fait aujourd'hui envisageables. Donc voilà le témoignage de ce travail, de cet atelier rhénan. Très bien, je pense que ça va fournir matière à discussion pour dans quelques minutes. Auparavant, donc dernier représentant de la maîtrise d'œuvre, Alfred Peter, qui est paysagiste et non architecte. Il a ouvert donc Alfred Peter, l'atelier Alfred Peter en 85 à Strasbourg, et qui a une antenne à Lyon. Donc mondialement, travaille aussi dans le monde entier. Donc vous avez développé le concept d'inversion du regard, qui postule de repenser l'espace urbain à partir du non bâti, à l'occasion de la conception du SCOT de Montpellier en 2000. À Strasbourg, vous avez eu un rôle tout à fait déterminant, puisque vous êtes occupé depuis 25 ans de la remise en place du tramway, donc qui a été repensé. C'est un sujet qui m'est cher, et repenser une manière de repenser l'espace public et la ville à partir d'une infrastructure. Et vous avez, ce qui est assez rare, suivi été acteur du projet de la première ligne à son extension actuelle, donc depuis 25 ans. Mais on va pas parler de ça ce soir, parce que vous avez souhaité parler en fait de ce qui faisait l'identité de Strasbourg, donc ce qui faisait que Strasbourg était unique, et à partir de quels éléments on pourrait faire un projet qui soit strasbourgeois, qui serait pas le même projet qu'on ferait à Nantes ou Bordeaux, un peu comme on a tendance à voir un peu partout, une certaine uniformisation des projets urbains. Donc c'est à vous. Enfin, c'est une histoire qu'on partage avec Robert Herman, puisque ça fait à peu près 25 ans, 30 ans, je ne sais plus, qu'on laboure cette ville, chacun à son poste évidemment, mais que ça, pour 30 ans de transformation d'une ville, on commence à connaître un peu, quoi. Et j'aimais beaucoup les anecdotes que racontait Jérôme Clément, parce que
c'est un peu quelque chose que je vis au quotidien à Strasbourg, parce que cette croisement entre la culture française et allemande, par exemple pour nous, concepteurs, ce que nous appelons un plan d'exécution, en Allemagne, c'est une esquisse. Le choc est extraordinaire, parce que c'est un avantage et un inconvénient, parce que le fait d'aller dans l'extrême détail dans la conception, je pense que vous l'avez vécu en construisant votre bâtiment, fait que 25 ans après, il n'a pas pris une ride, il vieillit pas. Mais en même temps, cette obsession du détail permanent fait que souvent ils perdent l'essentiel. C'est-à-dire que d'être aussi dans... Et je me suis aperçu un jour quand j'ai dit je voudrais maintenant une mission pour le chantier. Il m'a dit pourquoi une mission pour le chantier? Et c'est vrai que tout est tellement détaillé, tout est tellement étudié que au fond, les missions de chantier, de solution, c'est vraiment très cool, quoi, parce que il faut vraiment un imprévu majeur pour qu'il y a quelque chose qui dévie de ce trajectoire. Et ça, c'est Strasbourg, quoi. C'est ce choc permanent entre une forme d'obsession, de certitude, et en même temps, c'est la France, la GRT, ce que l'Allemagne est un grand pays avec un petit sourire, qui est que cette légèreté, cette fraîcheur, cette créativité, cette liberté aussi à laquelle il nous a envie beaucoup, quoi. Et que quand on peut naviguer comme ça d'un univers à l'autre, moi je travaille beaucoup en Allemagne et j'adore ça parce que c'est très enrichissant pour je suis parfaitement bilingue, donc j'arrive à faire l'allemand sans problème. Et c'est cette histoire-là qui me paraît un des éléments qu'on retrouve un peu dans la vie quotidienne de cette ville. Je disais que il suffit de regarder le trottoir pour être sûr que vous êtes en Alsace, quoi, parce que tous les trottoirs sont en pavé béton, comme à Berlin, comme à Munich, les réseaux sont tous en fonte avec. Mais moi, les réseaux on les voit pas à la limite, mais le pavé, vous le voyez. S'il y a autant de vélos dans les rues. C'est parce qu'on est à côté de l'Allemagne. À Fribourg, le vélo fait 30-40% de part modale, donc nous on en est loin encore. Mais pourtant on est très en avance sur cette question, sur beaucoup de villes françaises, quoi. Donc c'est dans cette alchimie. J'ai vécu encore récemment, j'étais pratiquement coup sur coup dans les jurys de l'Équerre d'Argent et du Hugo Hering Prize dans Baden-Württemberg pour décerner un prix. En Allemagne, il faut 2 semaines. Après un minibus, on a visité chaque bâtiment. L'Équerre d'Argent, 2 jours, c'était réglé, quoi. Bon, voilà. C'est 2 approches. Je sais pas quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, mais de pouvoir naviguer dans ces deux. Et ça, on le sent bien aussi sur sa force de rareté, quoi. C'est que je me souviens aussi de moment de la création de l'Eurocorps. Quand il a fallu créer une armée, un embryon d'armée européenne, et bien, généralement, on n'y a mis que des Alsaciens. C'est les seuls qui comprenaient le général, quoi. Parce que c'était une armée où les soldats comprennent pas le général, ça marche pas, quoi. Donc, les Allemands et les Alsaciens, ça se perd beaucoup maintenant. Moi, je parle encore alsacien, mais mes enfants ne parlent plus l'alsacien. Enfin, donc voilà, on se rapproche et on s'écarte un peu en même temps. C'est assez bizarre. Je voulais pas du tout parler de ça, mais cette histoire me rappelait ça et je trouve ça tellement génial. Je vais juste dire 2 mots quand même sur cette ville que j'adore, Strasbourg, mon amour. C'est que quand vous avez fait l'historique tout à l'heure de cette ville, vous avez à peu près dit les choses les plus importantes. La première chose, ça c'est le camp romain qui s'est installé 12 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui a duré 5 siècles quand même, et qu'ils sont installés là. Pourquoi? Parce que c'était le seul point haut qui était plus ou moins non inondable, quoi. Et on le sent encore aujourd'hui quand la cathédrale, vous descendez toujours un peu quand vous allez vers l'île, etc. Donc c'était à l'époque un grand marais, et cette histoire avec l'eau a fait que Strasbourg s'est installé nulle part ailleurs. Il y avait un petit mamelon à cet endroit. Après, la cathédrale s'est mise forcément sur cet endroit-là, et que c'est par une histoire de l'eau que cette question
de l'implantation sur ce site-là s'est décidé. Beaucoup plus tard, 1727, les fortifications de Vauban, c'est toujours une histoire de l'eau, quoi, parce que au fond, Vauban est une espèce de génie des lieux. Plus je regarde ses projets, plus ça me rend fou, parce que il n'a jamais fait une erreur dans sa vie, et il avait compris que dans une ville aussi plate, il suffisait d'un barrage pour inonder, créer un glacis humide qui faisait qu'aucune armée ne pouvait approcher. Ça a dessiné tout ce qu'on tu as dit, le tout glacis qui a été un deuxième moment très très structurant pour cette ville, dont on voit encore aujourd'hui quand on a un peu la lecture, qu'on va retrouver quand on travaille sur l'autoroute, on retrouve la trace de cette histoire-là, à cette époque-là. Toujours la question de l'eau. Troisième période structurante pour cette ville, c'est l'époque 1870-1918. À nouveau, l'eau joue un rôle important. Toute la Neustadt était qu'un grand marais. Et la première chose qu'il a fallu faire, c'est remblayer ce territoire sur 2 mètres. Et puis, finalement, quand même, toutes les grandes mises en scène de ce quartier-là, certes, il y a le Paris haussmannien avec les axes, notamment l'avenue de la Paix qui donne sur la cathédrale, mais vous voyez, ces scènes-là qui sont quand même les plus incroyablement strasbourgeoises, quoi, qui font vraiment l'identité de cette ville, elle a un rapport complètement indissociable de la question de l'eau. Elle paraît parfois difficilement appréhendable pour les visiteurs qui viennent. Le Rhin, ils ne le voient évidemment jamais parce qu'il est encore trop loin. Et finalement, il y a peu de choses qui avaient été faites pour vraiment créer ce rapport. Et cette, on peut passer à l'image suivante. Passer à l'image suivante. Je vais, voilà, le quai des Bateliers qui a réaménagé cette année. J'ai été fasciné par cette espèce de naturellement comment les gens le sont les réappropriés. On a même du mal à finir le chantier tellement il y a de monde déjà qui le pratique, et c'est cette quand même cette histoire-là qui ressurgit en plein dans ce genre d'aménagement. On n'a pas fait grand-chose, on a fait un peu le ménage, un peu recréer cette liaison avec l'élément aquatique, mais vous voyez comment cette ville, c'est quand même, voilà. Et puis la dernière image, c'est un projet qu'on aime bien avec Robert, qui est le début d'une histoire, parce que c'est une histoire qui va s'écrire sur 20-30 ans, hein, j'espère qu'on la fera ensemble jusqu'au bout. Et dans cette, comme disait Georges tout à l'heure, cette autoroute là qui a été créée dans les années 70, bon escient, hein, parce que c'était l'époque où les villes commençaient vraiment à s'étendre. Aujourd'hui rattrapée par son extension, fait que elle est totalement obsolète. Et l'analyse de ce site, de voir comment elle s'est installée dans les fortifications, fait à nouveau réapparaître la question de l'eau, puisque finalement, quels que soient les endroits sur lesquels on se focalise dans ce projet-là, on retrouve toujours soit l'île, soit la Bruche, soit le canal, soit les fossés qui ont été créés à l'époque. Et je dis ça aussi pour les architectes, quoi, parce que c'est cette histoire, vos tours, elles sont aussi toujours photographiées avec le reflet dans l'eau. Toujours. Toutes les images que j'ai vues de vos bâtiments sont comme ça. Toi, tu as moins de chance parce que l'eau est un peu plus absente, mais il doit y avoir bien, en creusant un peu, on tombe sur la phréatique qui a à moins d'1 mètre, quoi. Donc, il y a toujours une histoire d'eau dans cette ville qui est un peu cachée, un peu secrète, comme ça. Et le siège d'Arte, il est forcément au bord de l'île. Comment imaginer le quartier européen sans l'île? Parce que c'est quand même dans cette conglomérat de bâtiments exceptionnels qui sont posés un peu au gré de l'histoire de l'Europe. Heureusement qu'il y a l'eau, quoi, parce que c'est ça qui fait le ciment de merveilleux, merveilleux. Et donc je terminerai là-dessus parce que je trouve que
la question identitaire qui revient aujourd'hui comme un boomerang dans les débats urbanistiques. Et je trouve que c'est bien qu'on prenne un peu de distance par rapport à la question de la forme urbaine. Elle a été un peu obsédante dans les 30 dernières années, parfois trop, au détriment sans doute ce qui fait vraiment le socle des villes et qui, je pense, va ouvrir une nouvelle ère à cause du fait que la question climatique, la question de la biodiversité, tous ces nouveaux entrants qui aujourd'hui entrent en plein dans la question urbaine, vont faire que ces questions-là vont ressurgir et fabriqueront probablement des projets beaucoup plus typés, ville par ville, que ce qu'on a vu dans la grande période du projet urbain. Très bien, merci pour toutes ces histoires d'eau qui doivent nécessairement être pas mis entre les mains de tous les publics. Alors on a vu plusieurs Strasbourg, en fait on a vu Strasbourg un peu l'artistique, Strasbourg aussi la Strasbourg médiatique, la Strasbourg verticale un peu, le Strasbourg aquatique, la Strasbourg rhénane. Qu'est-ce que, Robert Herrmann, vous qui êtes président de l'Eurométropole et aussi président du PUCA, je le signale parce que c'est important dans une cité de l'architecture, quel futur vous voyez pour la ville? Alors d'abord pour compléter la présentation et d'une manière peut-être un peu sous forme de clin d'œil, Strasbourg, c'est aussi un territoire qui n'est pas laïque, c'est pas complètement neutre dans l'histoire de la ville. C'est un territoire où, sur la place de la République, le monument aux morts est une mère qui porte ses deux enfants couverts d'un linceul, l'un est allemand, l'autre est français. C'est par ailleurs aussi un slogan, Onsim Schnokolor, c'est-à-dire ce que j'ai, je le veux pas, ce que j'ai, je le veux pas, et ce que je veux pas, je l'ai. C'est-à-dire quelque part toujours une incertitude et une insatisfaction. C'est évidemment ce qui a été dit, cette culture est latine et germanique, mais c'est aussi une querelle permanente entre le Bas-Rhin et le Rhin. Dans le cadre des nouveaux textes, on est en train de se battre pour savoir qui aura la gestion de l'île et comment on va faire un épage. C'est une université unique qui a réussi à obtenir son IDEX d'une manière tout à fait exceptionnelle, avec 3 prix Nobel, et historiquement, je dirais, une réussite tout à fait fantastique, à travers d'une part son unité, ce qui n'était pas une chose évidente, qui était portée par Alain Beretz, et aujourd'hui, je veux dire, sous tous ces aspects, une excellence tout à fait remarquable et remarquée. Et puis c'est un rapport à l'Allemagne qui est un rapport qui est quelquefois plus complexe que ce qui n'y paraît. Nous avons un rapport économique. Nous n'avons pas, nous, subi les subprimes. Nous avons subi la chute du mur de Berlin, qui a été pour notre économie une catastrophe, puisque les entreprises allemandes qui étaient implantées en Alsace ont été évidemment vers l'Allemagne de l'Est, consolider l'économie allemande qui serait unifiée, et ça a été pour nous une espèce de descente aux enfers qui fait que nous avons rejoint le territoire national en ce qui concerne le chômage, ce qui était jamais arrivé dans un territoire extrêmement riche. Et c'est aussi quelquefois une admiration pour sans bornes pour le voisin, Bade-Wurtemberg, une des régions les plus riches d'Allemagne, si ce n'est la plus riche, et puis quelquefois des fausses idées qui nous trahissent. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter qui concerne l'éducation nationale et où régulièrement on entendait, Alfred pourra en témoigner, mais un truc complètement fou qui était mais le système allemand il est absolument génial. Le matin c'est l'esprit, la culture, l'apprentissage intellectuel, l'après-midi c'est le corps, le sport, l'activité physique. Et on a entendu ça pendant des lustres. Et un jour, je dis à un copain qui était doyen de l'éducation nationale, écoute, ce truc m'étonne vraiment parce que tous les spécialistes du corps, du rythme, etc., semblent émettre un certain nombre de doutes sur cette question. Est-ce que tu veux pas regarder? En définitive, les Alsaciens avaient adopté cette idée-là parce qu'elle paraissait ingénieuse et tout à fait recevable. En fait, ça venait simplement du fait que les Allemands devaient payer une dette de guerre et qu'ils ne pouvaient pas la payer en forme sonnante et trébuchante, et donc ils la payaient en charbon. La payaient en charbon, ils fermaient les écoles l'après-midi, parce que les enfants, sinon, avaient froid, et par conséquent, on les occupait à faire du sport. C'est ainsi que, je veux dire, était née une série
d'histoires qui se sont répétées au cours des décennies. Sur le plan de l'architecture et de l'urbanisme, ville dense, évidemment, s'il en est, l'Alsace est un territoire très dense, c'est un des territoires les plus denses de France. Je pense qu'on ne peut pas parler de l'Alsace si on n'évoque pas cette question-là, avec l'ensemble des fractures que cela signifie. Quand je parlais du Hans-im-Stockolor tout à l'heure, c'est par exemple une autoroute qui traverse Strasbourg, qui est aujourd'hui effectivement une cicatrice, mais qui assez étonnamment, avant, jusqu'à il y a une dizaine d'années, redevenait tout de suite à la sortie sud de Strasbourg, je dirais, une nationale, la N83, sur laquelle il a été décidé qu'on laisserait un feu tricolore. Ça a été pendant très longtemps le seul feu tricolore entre Anvers et Algeciras. C'est tout à fait remarquable. Et il y a eu ensuite une voie qui devait être une autoroute. Il a été essayé de ne pas la faire parce que les agriculteurs étaient hostiles et que le sénateur en place voulait rester sénateur. Et donc, je veux dire, c'est ainsi que l'autoroute n'a pas été faite et qu'il a été reconstruite une autoroute sur le piémont des Vosges, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 saignées au lieu d'une et que nous avons malgré tout une difficulté en ce qui concerne les mobilités. La cathédrale a été de tout temps une interrogation lorsque s'est posé pour Roland Ries, maire de Strasbourg, qui porte les projets sur les 2 rives. La question de la hauteur, la première chose qui est revenue, c'est mais rien ne peut aller à la hauteur de la plateforme de la cathédrale, rien. Et l'archevêque en premier, je veux dire, considérait qu'il était, je répète qu'on n'est pas laïque, considérait qu'il y avait là une difficulté et que c'était anormal et qu'on faisait en quelque sorte de l'ombre à la cathédrale. Quand je dis cela, ça signifie que quand on allait sur les versants de la Forêt Noire, on voit magnifiquement la cathédrale sortir de la skyline. Et je veux dire, installer une tour en plus du côté est, c'était évidemment, je veux dire, faire de l'ombre à la cathédrale et c'était poser un événement, je veux dire, qui était anormal dans le paysage alsacien et en regard de la symbolique de cette cathédrale. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, ce qui était envisagé par Roland Ries au départ, qui devait être beaucoup plus haut, a été réduit, la jauge étant la plateforme de la cathédrale. Et par conséquent, je veux dire, la ville chemine dans son paysage urbain à partir de cette marque-là qui est extrêmement profonde. L'autre aspect est que je vais peut-être accélérer le propos que je voulais tenir pour dire aujourd'hui quelle est la difficulté. La première, elle est que, comme l'a dit Georges, nous sommes dans un bassin et que les problématiques de pollution aujourd'hui sont d'une acuité telle qu'il nous faut les prendre en compte, que ce soit dans les bâtiments ou que ce soit dans leur environnement. Et c'est une revendication de nos concitoyens. Le deuxième aspect est que nous avons réussi à travers, peut-être que cela tient aussi à notre culture particulière, mais lorsque je suis arrivé aux responsabilités à la métropole, d'essayer de mettre en place une coalition, dira-t-on, à l'allemande, avec la droite, les Verts, je suis moi-même socialiste, et cela fonctionne assez bien puisque nous sommes au 5e budget et que nous venons de le voter à 84 voix sur 100 élus, ce qui est espéré par beaucoup de mes collègues. Et ce faisant, nous avons réussi une opération assez extraordinaire à travers le PLUI, faisant en sorte que le logement social ne soit plus concentré exclusivement sur Strasbourg et les 3-4 communes autour de Strasbourg, mais pris en compte par les 33 communes de l'agglomération, ce qui est une prouesse assez extraordinaire et qui fait que nous essayons aujourd'hui de traiter de l'urbanisme à travers une répartition plus juste de la densité. Cette question, elle est extrêmement importante. Nous avons, et je crois que c'est partout dans les villes moyennes, puisque vous traiterez de cette question bientôt, mais une vraie difficulté, construire dans le Korosberg sur 2 étages, c'est déjà parler de gratte-ciel. Et c'est poser un problème gigantesque au maire. Aucun maire n'abordera cette question avant les municipales. Il serait battu immédiatement. Alors que ceux qui habitent là viennent de Strasbourg, mais ont cherché à s'installer dans un territoire apparemment plus bourgeois, à la campagne, disent-ils, même si on est dans un milieu très dense, et ne supportant pas, évidemment, je veux dire, la densité qu'ils espèrent voir ailleurs.
Cette idée de densité, elle est tout à fait importante aussi, et très certainement que nous ne l'abordons pas suffisamment en tant qu'élus. Le quartier le plus dense de Strasbourg, c'est le quartier allemand. C'est-à-dire aujourd'hui le quartier le plus cher, le plus recherché, le plus huppé de la ville, là où habite Georges. Là où habite Alfred, là où habite Georges aussi peut-être. Là où habite Alfred, et quartier tout à fait exceptionnel, j'y habite aussi d'ailleurs. Mais en l'occurrence... Donc qui d'autre habite le quartier allemand ici? Mais ce quartier est un quartier tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce que, en définitive, il est effectivement dense, mais il a laissé des poches de verdure et où la déambulation est tout à fait exceptionnelle. Et elle est exceptionnelle parce que chaque fois qu'on lève les yeux, il s'y passe quelque chose. Il y a un événement architectural, urbanistique qui fait que on ne s'ennuie jamais dans la ville quand on déambule. Et cette question, elle est posée aujourd'hui à ceux qui construisent la ville. Comment fait-on une ville où l'humain s'y trouve tout à fait à l'aise? Le conseil de développement qui a été mis en place à la métropole a un règlement qui fait qu'une fois par an, j'ai le droit de lui poser une question à laquelle l'Assemblée réfléchit, elle est franco-allemande, pendant 1 an. Et la dernière question que je vais poser, c'est quels sont les éléments qui permettent de juger à travers des critères du bonheur ou de la qualité de vie, de la construction de la ville et de l'agglomération. Et c'est vraiment intéressant parce que les gens ne rejettent pas la densité, mais ils veulent y trouver plus d'humanité, ils veulent y trouver plus de verdure. Ils veulent que soient pris en compte, comme le disait Alfred, des éléments très contemporains. Comment est-ce qu'on circule, mais comment est-ce qu'on circule de la manière la plus douce qui soit? Transport en commun, marche à pied, mais marche à pied sécurisée, les vélos devenant à Strasbourg en tout cas une difficulté, tant ils roulent vite dans les rues piétonnes et tant ils roulent sur les trottoirs quand ils veulent échapper à la voirie occupée par les voitures. Comment est-ce que l'on fonctionne avec des transports en commun accessibles à tous? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à dépasser les limites de la ville? Et cette question, aujourd'hui, même si Strasbourg a été exemplaire sur les transports en commun, elle ne l'est pas sur sa première et deuxième couronne. Et cela pose une question majeure aujourd'hui parce que 54% des emplois du département sont concentrés sur l'agglomération, principalement 11 000 sur le port, 11 000 à titre de référence dans une zone commerciale qui est le centre-ville de Strasbourg, lieu le plus commerçant de France aujourd'hui. Et ces questions de mobilité sont essentielles. L'autre aspect, je vais terminer là-dessus, c'est comment est-ce que nous arrivons à travailler sur les mobilités. On l'a vu, un territoire en forme d'archipel, avec, comme le disait Georges Heinz tout à l'heure, mais avec, je dirais, entre Rhin et Vosges, où la nature a une part importante, et où nous avons décidé, et j'ai soutenu la création d'un contournement de Strasbourg. Quelques critiques et une polémique avec évidemment ce qui se passe partout en France, des zadistes, de manière à pouvoir écarter cette autoroute et en faire effectivement un boulevard urbain et recréer une ceinture verte et avoir un plan bleu, un plan vert, je dirais, qui puisse se recréer et redonner à la ville ce qu'elle a perdu à travers les années. Élément important, je signale au passage que sur plusieurs endroits au bord de l'autoroute et des voies rapides, nous sommes au-dessus des normes mondiales de pollution, ce qui nous vaut d'être cité au niveau européen dans ce qui fait recours aujourd'hui contre la France, avec la dizaine de villes qui sont citées comme étant non respectueuses, en tout cas de nos concitoyens, à travers la mise en danger de leur santé. Et ce faisant, on voit qu'il nous faut compenser les territoires. La compensation aujourd'hui de la construction d'une voie de cette nature oscille, c'est aujourd'hui en Alsace le cas le plus extrême, entre 6 et 10 fois l'hectare consommé. Ce qui veut dire que comme nous sommes un territoire à 180 degrés puisque nous avons le Rhin, l'espace disponible devient extrêmement rare. Nous sommes confrontés à des problèmes inflationnistes concernant le coût du foncier, avec un foncier qui est difficile, qui est compliqué sur le plan de sa structure, puisque, cela a été dit tout à l'heure, la nappe phréatique
est très proche et que par conséquent nous avons des coûts dès que nous nous enfonçons qui sont extrêmes et que tout cela vient, je dirais, rendre complexe l'œuvre des architectes, des urbanistes qui travaillent aujourd'hui sur la ville. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Dans le PLU que j'ai fait passer avec mes collègues, nous avons considéré que la métropole ne devrait pas atteindre ce qui était envisagé dans les années 70, 1 million d'habitants, mais que 550 000, 560 000 habitants était la jauge à partir de laquelle nous pourrions vivre heureux, on va dire. Et cela est à peu près admis aujourd'hui. Nous avons cessé la course à la densité, considérant que la richesse n'était pas forcément là, et qu'il nous fallait retravailler sur la qualité de vie, qu'il nous fallait retravailler sur toute une série d'opérations qui feraient qu'on pourrait associer développement économique et préservation de la nature et faire en sorte qu'on puisse, sur un site comme celui-ci, trouver la diversité des habitats de manière à ce que chacun puisse trouver son parcours le plus heureux possible. Voilà. Très bien. J'avais une question puisqu'on parlait un peu de double, le rapport de Strasbourg à son faux jumeau, est-ce que ça va être une ville, il y a eu la unification par le tramway justement. Est-ce que ça passe aujourd'hui pour une banlieue un peu low cost de Strasbourg? Non, pas du tout. Ça va être c'est beaucoup moins dense, c'est très limité par un. Non, Kehl est une petite ville. Hein, je veux dire, on parle plus de l'Ortonneau, qui est la région de Kehl. Et je veux dire, on n'est pas, c'est pas une très très grande agglomération, mais on est quand même sur 250 000 habitants, 300 000 habitants, hein, l'Ortonneau. Et ça a une puissance de feu qui est quand même conséquente. N'oubliez jamais que cette petite ville de Kehl, elle a su profiter de toutes les opportunités. Elle a su profiter de l'amitié franco-allemande en favorisant l'arrivée du tram chez elle. Et nous l'avons fait volontiers, mais c'est un acte partagé. Elle a su profiter du fait que les modèles économiques sont différents chez eux que chez nous, à savoir que les cosmétiques sont 35% moins chers et l'alimentation 20%, et que par conséquent, il y a un maximum de Strasbourgeois qui aujourd'hui passent la frontière pour des raisons très alimentaires. L'autre aspect, c'est que les Allemands ont depuis longtemps intégré un certain nombre d'éléments que nous sommes en train de mettre en place. D'une part, ils ont valorisé tous leurs instruments culturels. Vous allez un tout petit peu plus loin, à Baden-Baden, je veux dire, vous avez des musées exceptionnels, et tout à l'heure tu évoquais le bassin du Rhin supérieur. C'est vrai que quand on va à Bâle, à la Fondation Bayler, etc., mais ce sont les Allemands qui ont poussé à ce qu'il y ait un ticket unique culturel sur le bassin du Rhin supérieur, de manière à pouvoir se promener en transport collectif, en train en particulier, pour profiter de la richesse culturelle du bassin du Rhin supérieur, de Karlsruhe à Bâle, hein, principalement. Ils ont en même temps, je dirais, essayé de tirer profit de nos propres difficultés. Le foncier est moins cher. Beaucoup de gens ont décidé d'installer leur résidence à Kehl. Et aujourd'hui, on est de part et d'autre du Rhin. Peut-être que ce qui fait la difficulté de l'intégration, certains urbanistes diront que Kehl et Strasbourg seront une cité commune lorsqu'il y aura autant de ponts sur le Rhin qu'il n'y en a sur l'île. Et c'est certainement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès de l'autre côté est permis par le pont de Kehl, aujourd'hui par le pont du Tramway, et puis par un pont qui s'appelle le pont Flimelin. Mais après, c'est difficile, je veux dire, de passer de l'autre côté de la frontière. On l'a vu récemment lors de l'attentat qui est intervenu à Strasbourg. Je veux dire, blocage de 2 ponts, 6 heures d'attente pour passer la frontière. 6 heures d'attente, avec 2 ponts bloqués. Et par conséquent, je veux dire, tout le secteur était totalement saturé du fait du blocage de la frontière et des contrôles qui s'y faisaient. Et je veux dire, cette ville est pleinement intégrée. Je veux dire que nous avons, il y a le tramway, mais il y a aussi une crèche et une école partagées, France et Allemagne. Nous partageons sur le Rhin le fait que si le bateau des pompiers est français, l'équipage est mixte. Si la vedette de gendarmerie est française, les brigades sont mixtes entre France et Allemagne.
que nous avons régulièrement des policiers allemands chez nous, que nous avons également Schengen qui est installé à Strasbourg, que nous avons toute une série d'installations liées à la sécurité européenne, je veux dire, qui sont installées là. Donc on n'a pas, je veux dire qu'on passe d'une manière assez simple, on se pose plus tellement la question, on est en train de construire un théâtre Balnovo, qui sera un théâtre franco-allemand à travers l'Eurodistrict. Et c'est heureux que cela puisse se faire avec cette difficulté, qui est celle de la langue, et qui reste aujourd'hui la difficulté majeure, je veux dire, de la relation entre la France et l'Allemagne, et donc entre Strasbourg et Kehl également, bien que les commerces de Kehl sont dotés principalement de salariés français. Alors on a pu voir plusieurs aspects, plusieurs facettes de Strasbourg. Il en reste beaucoup d'autres. Je voudrais profiter du panel qu'on a autour de la table pour essayer de voir un peu Strasbourg, ses atouts par rapport aux autres villes et aussi ses manques, peut-être souligner à la fois ses qualités, ses défauts. On a vu que Strasbourg était en pointe sur les politiques environnementales, mais alors qu'en est-il des politiques culturelles? Est-ce que elles vont être un peu déléguées aux villes suisses, allemandes autour plus fortes? D'après les architectes et tous les autres artistes, directeurs de chaînes qui autour de la table, quels sont un peu les atouts donc de Strasbourg, les défauts, et puis un peu au miroir des autres villes, comment ils voient cette ville? Je ne sais pas si quelqu'un se sent de répondre à cette question. Partiellement. La grande chose étonnante que j'ai vécue était qu'il y avait toujours une concurrence à Strasbourg entre les arts visuels et en gros la musique. Et il n'y a jamais eu cette... Enfin, il y a toujours, à mon avis, ce décalage entre une tradition de festival, de concert, d'art vivant et les arts plastiques. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, vu l'histoire de Strasbourg, vu l'importance de l'école des arts décoratifs, vu l'importance de certains artistes, vu de la plateforme d'échange que cette ville constitue. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'était quelque chose qui m'a toujours, comment dire, qui me perturbe encore, ou qui m'interroge en tout cas. Je crois que Strasbourg a une difficulté avec la culture qui est... je reviens à ces contradictions qui ne sont pas toujours qu'apparentes. On a eu des maires qui étaient des maires très attachés à la culture. Pierre Pflimlin a été un homme de culture, véritablement. Marcel Rudloff aussi, mais Marcel Rudloff était un maire qui disait Strasbourg est très marqué par la culture, mais si on en fait trop, ça va déplaire au quartier. Et donc, c'était un peu compliqué. Je schématise à outrance, pour aller très vite. Mais c'était un peu ça. Il y a eu Catherine Trottmann, je veux dire, qui a été un maire qui a impulsé le musée d'art moderne et une vie culturelle très très riche dans la cité. Il y a eu Robert Grossman, mais qui n'était pas libre de ses mouvements, on va dire ça comme ça. Et qui a été freiné dans son élan par le tandem auquel il était attaché. Et par conséquent, il y a eu des moments. Paradoxalement, cette ville consacre, encore aujourd'hui, dans un pacte avec le ministère de la Culture, 30% de son budget à la culture. C'est gigantesque. Il n'y a pas une ville qui consacre autant d'argent à la culture. Mais en même temps, sans véritablement faire de choix, alors il y a un festival, Arte, il y a Musica, qui existe, musique contemporaine, un orchestre philharmonique qui aujourd'hui est dirigé par Marco Lettonia, magnifique, mais à qui il faudrait donner peut-être un peu plus de moyens pour qu'il puisse exceller à l'échelle internationale. Un musée d'art moderne à qui il faudrait donner peut-être un peu plus de moyens pour faire des expos et avoir une politique muséale et d'exposition peut-être un peu différente. On vient de changer de directeur, on verra quelle est la proposition qu'il formulera concrètement. Et puis, moi, je crois qu'il y a une vraie difficulté dans cette région, c'est que, comme le disait George Hines, c'est comment est-ce qu'on profite de l'ensemble du territoire, non pas en jalousie, non pas, je dirais, pour cacher la misère, mais pour valoriser un territoire.
nous avons une somme effectivement remarquable sur le bassin du Rhin supérieur de richesse culturelle. Comment est-ce que nous arrivons à vivre à partir de cela? Pas pour éteindre ou pour diminuer l'effort que nous devons faire à Strasbourg, mais pour valoriser ce qui est possible sur un territoire et pour renforcer, je dirais, cette relation franco-allemande en particulier, même si elle est trinationale à partir de Bâle, tout particulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a là quelque chose que nous n'avons jamais réussi à faire véritablement, et c'est dommage. Je veux dire qu'il y a un projet aujourd'hui qui s'appelle Light Valley, mais étonnamment d'ailleurs pour la vallée franco-allemande, mais en l'occurrence, je veux dire qu'il y a une idée là qui est en train de germer, qui est de dire regardons à l'échelle du monde comment notre territoire, quelle est la richesse de ce territoire et comment est-ce que nous pouvons la mettre en valeur, la renforcer, créer des synergies, etc. Juste en un mot, la richesse culturelle de Strasbourg, au-delà de la ville, encore une fois, elle est sur les 3 frontières. En architecture, vous allez à Bâle, c'est Herzog de Meuron, c'est un florilège permanent, toutes les excursions des écoles d'architecture. Vous avez pareil autour de Stuttgart, vous avez un nombre de fondations incalculables, de musées, beaucoup côté Bad Württemberg qui sont des musées patronaux, Bourda, etc. Enfin, des privés, des patrons d'entreprises, ce qu'on appelle des entreprises moyennes mais extrêmement importantes, qui ont fondé des collections, qui sont privées, accessibles au public. Il y a une constellation vraiment d'équipements culturels. À Karlsruhe, vous avez le ZKM, qui est le Zentrum für Kunst und Media Technology, qui est le centre sur l'art fractal et numérique le plus important au monde. Donc il y a un réseau incroyable au niveau de l'art contemporain, au niveau des rencontres, les journées de l'architecture, puisque nous n'avons pas à Strasbourg une maison de l'architecture, mais nous avons les journées de l'architecture qui réunissent plus de 3000 personnes pendant 2 mois autour de 250 conférences, visites, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un véritable, j'ai envie de dire, le territoire du Rhin supérieur est celui d'un laboratoire d'une Europe hyper moderne. Voilà. On s'en rendra compte très vite, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est à ce niveau-là que ça se passe. Je veux dire, on dépasse les politiques municipales. L'opéra du Rhin, c'est l'opéra du Rhin. Enfin, je veux dire, c'est l'ensemble du Rhin qui est concerné, et c'est quelque chose de formidable parce que ça permet évidemment d'avoir beaucoup plus de moyens, d'ouverture, et il en va d'autres équipements à venir. Oui, mais c'est aussi peut-être la manière de tirer des bords plus loin à partir de l'existant. Vous évoquiez tout à l'heure l'école des Arts Déco, dite aujourd'hui l'école Lahire. Elle produit 30% de l'illustration française. C'est tout à fait gigantesque, personne ne le sait. Mais à Strasbourg, pas plus. Hein. Je veux dire, à part les gens qui se passionnent pour cela, ce qui est quand même un problème. Derrière ça, comment est-ce que, un peu sous la forme de cluster, on arriverait à fabriquer des choses qui fassent que l'illustration se nourrisse également de réalisation sur la place. Il y a, je veux dire, sur le plan des musiques, pas seulement actuelles, mais des musiques contemporaines, je veux dire, il a été créé des espaces tout à fait magnifiques qui, je veux dire, sont aujourd'hui remarquables sur le plan national, et ça ne se sait pas non plus suffisamment, c'est pas qu'un problème de communication. Et nous avons, de ce point de vue, une vraie difficulté, je dirais, à valoriser certainement des choses qui existent sur la place, au même titre que le musée Notre-Dame, etc., qui est unique également. Jérôme Clément. Non mais, enfin, moi j'ai passé pas mal d'années et je connais assez bien le territoire culturel français. Strasbourg, comme vous le disiez à l'instant, est quand même remarquable. C'est-à-dire que l'Opéra du Rhin est un des meilleurs qui est en France. Le théâtre de Strasbourg, le TNS et son école et ses différents directeurs successifs comptent sur la scène théâtrale française. Enfin, c'est tout à fait reconnu et important. On parlait de musique contemporaine, vous parliez du musée. Moi, je trouve que le travail qui a été fait est assez remarquable. J'ai visité récemment les dernières expositions. Elles sont de très grande qualité. Le dernier accrochage est très bien. Ce qu'a fait Ergot était quand même de très bonne qualité. C'était un très bon directeur. Voilà, il y a une richesse formidable. Je crois que ce qui peut donner ce sentiment que vous exprimez, c'est peut-être parce que pendant
des siècles et jusque finalement récemment, Strasbourg était un peu enclavé. C'était loin, un peu loin de tout. Bon, alors c'est vrai que l'arrivée du TGV, la modification des transports routiers, ferroviaires et aériens ont mis fin à cela. C'est-à-dire que finalement, pour être vraiment une capitale européenne, et en particulier faire le lien avec l'Allemagne et la Suisse et tous les pays environnants, il faut peut-être être encore un peu plus audacieux. Il faudrait aller plus loin dans l'ouverture internationale européenne pour valoriser complètement tout ce qui se fait. Mais tout y est pour que ça soit fait. Si ça n'a pas été fait, je crois que c'est les pesanteurs de l'histoire et peut-être dans la tête que ça se passe. Parce que tout est là, sur le plan patrimonial, architectural, les croisements divers, pour donner encore plus d'ampleur. Et ce mélange franco-allemand dont vous parliez tout à l'heure et que j'ai très bien effectivement vécu, on en parlait pendant des heures, c'est une symbiose formidable pour arriver à développer ça. Donc je crois qu'il faut être fier de ce qui a été fait, et l'évolution a été remarquable, et il y a un potentiel énorme encore, énorme. Florence Sipski. Oui, je voulais juste rebondir sur l'audace. Et je pense que Strasbourg, elle peut être audacieuse parce qu'elle n'a pas peur. Et quand on compare avec d'autres villes, elle a des repères. On l'a redit ce soir, la cathédrale, la vue sur la cathédrale, ça se dépasse pas. Ça ne discute même pas que ça se dépasse pas. Je crois que Georges et Alfred ont bien redit toutes les questions paysagères, les repères avec la rivière, etc. Et où je rejoins Georges, c'est si on considère, ou ceux qui considèrent en tant qu'architecte urbaniste, qu'effectivement, il faut qu'elle se concentre sur elle-même. Moi, je crois au territoire à la petite échelle qui est porteur. Je ne fais pas de séparation entre théorie et la pratique. Je pense que si on croit en un territoire petit, porteur, qui est capable, par sa concentration, d'accepter qu'il va générer du bienfait sur son environnement, on va arriver à concilier des choses inconciliables aujourd'hui. Je trouve que tu as fait un exposé magnifique de rappeler pourquoi on peut plus aller sur la grande métropole. Et moi, je pense que la force qu'elle a par rapport à d'autres villes de France où on intervient, c'est son unité. Elle n'est pas dans l'éparpillement, elle est à la fois dans la sérénité et donc l'unité, elle sait le faire. Et je trouve que l'ouverture que tu fais pour les années futures, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Parce qu'elle n'a pas peur, elle est sereine et elle a de l'unité, elle est forte. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans toutes les villes de France. Même des villes qui sont audacieuses, même des villes qui politiquement se sont révélées soudainement plus écolo qu'elles pouvaient l'être. Et on a des affichages qui sont parfois pertinents. Elles ont progressé vite. Je pense à Grenoble où on travaille. Elle a progressé vite sur la question des vélos, etc. Pour autant, elle n'est pas sereine. On débat, les idées vont et viennent, on rediscute de l'échelle, pourquoi c'est si large alors que vous avez envie d'atmosphère intime. C'est-à-dire qu'on passe son temps à avoir des grands opposés. Et c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti à Strasbourg. Alors c'est vrai que moi je suis sur un quartier qui est en train de s'ouvrir, on est dans une transformation, une question plus intime justement, mais je crois qu'ils se connaissent, quoi. Ils se connaissent parce qu'ils ont une histoire qui est effectivement qui est établie et qu'ils assument et que pas à pas ils répètent aussi, qu'on leur redit l'histoire. Je trouve que c'est bien que ce soir on a eu des cartes historiques. Très bien, merci. Il est assez tard, donc on va juste prendre 2 questions dans la salle, si quelqu'un souhaite s'exprimer, poser un point qu'il voudrait voir soulevé. Oui, bonsoir. Les villes-fleuves à travers les époques se sont toujours développées par la conquête de l'autre rive, soit au XVIIIe, soit au XIXe, soit au XXe siècle, en fonction de l'économie du territoire, en fonction aussi des problèmes de franchissement. Strasbourg, en tant que ville-fleuve, mais aussi ville frontière, n'a pas pu passer de l'autre côté de la rive en termes d'urbanisation et de développement.
Mais aujourd'hui, étant donné que cette notion de frontière a tout de même politiquement et administrativement disparu, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir justement une nouvelle politique de franchissement de l'autre côté du Rhin pour créer cette urbanisation à une autre échelle entre la France et l'Allemagne? Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez des projets, des grands projets de franchissement dans les années qui viennent? Je vais peut-être repasser pour répondre par ce qui est arrivé quand on a monté l'Eurodistrict ou la passerelle Mimram. La première question qui est posée, c'est sous quel statut est-ce que vous construisez? Sous le statut français ou allemand? Vous pouvez dire aujourd'hui que le fleuve n'est plus une barrière, mais les législations restent quand même celle-là. Lorsque vous faites un concours, vous n'êtes pas confronté au même règle si vous prenez la partie allemande ou la partie française. Le jury lui-même, je veux dire, est très différent. L'Eurodistrict, on s'est retrouvé, anecdote rapide, devant une discussion assez surréaliste. Est-ce qu'on prend le statut français, statut allemand? Statut français. Bon, ok, alors on fait un établissement public. Très bien. Nous, on met le préfet. Les Allemands, non, on est un État fédéral. Nous, on n'a plus de préfet. Ah oui, mais nous, on veut mettre un préfet. Donc, on a été chercher les fonctionnaires à Berlin pour faire le pendant de notre préfet. Et donc, on est quand même là-dessus. Donc, c'est compliqué de construire aujourd'hui. Raison pour laquelle, je veux dire, moi, je fonde quelques espoirs dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui vient d'être signé. Il est à bâtir, à construire, mais au moins, il existe. Et il permet à un groupe de députés françaises et allemands de se saisir ou d'être saisis de questions qui pourraient faciliter ce que vous évoquez comme facilitation. Le tramway a été d'une difficulté invraisemblable. Il faut imaginer que nous avons fait modifier la carrosserie du tramway parce que les lampes de signalisation ne sont pas les mêmes du côté allemand que du côté français. Les rails ne sont pas les mêmes. Faut savoir que entre le port de Strasbourg et le port de Kehl, le conducteur change au milieu du pont. Je veux dire, on n'est pas sur les mêmes règles de conduite d'une locomotive en France et en Allemagne. L'Espagne, c'est encore différent, je veux dire, puisque là, c'est le gabarit des voies. Mais je veux dire, il y a comme ça toute une série de questions qui sont posées. Et ça n'est pas simple, je veux dire, la relation franco-allemande quand on le regarde sous ces aspects-là. Et donc, il faudra encore du temps, me semble-t-il, pour que nous soyons sur un territoire totalement intégré qui fasse unité de vie. C'est pareil sur la santé. Et il n'y a pas seulement des questions de patientèle, il y a aussi, je dirais, la législation qui fait que malheureusement, on double actuellement toute une série de matériels et que, je veux dire, les aspects nationaux pèsent encore très très lourdement dans ces échanges. Une toute dernière question, brève. Bon, très bien, bon, on va libérer la salle. Bon, bah, je te laisse conclure, mais en tout cas, on vous remercie. Bon, bah donc tout le monde à Strasbourg pour plus de ponts. Il va y avoir beaucoup de bâtiments à construire sur l'île, dans la zone portuaire. J'espère que vous avez pu un peu plus vous plonger dans cette ville aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine forme d'une ville qui sera, j'ai oublié... Le 11 mars. Le 11 mars, voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Merci à tous les intervenants.